Welcome, everyone, to the 11th CITF Seminar Series event, People at Higher Bienvenue Risk à Due to Health toutes et Conditions, tous Other Health à Conditions, la and 11e édition de la COVID-19. série de séminaires du My name is CITF, Dr. personnes à risque élevé en Hankins, and raison I de will be your problèmes de moderator santé today. I'm the COVID-19. co-chair Je of the m'appelle COVID. Dr. Kate Hankins et je serai votre modératrice aujourd'hui. Je suis la coprésidente du groupe de travail COVID-19 sur l'immunité. Je suis également professeure et présidente intérimaire du département de santé publique et mondiale de l'École de santé publique et des populations de McGill. Avant de commencer, on m'a demandé de partager certaines instructions puisque nous avons la traduction simultanée en français. Nous aurons une période de questions bilingues. J'aimerais simplement mentionner que deux de nos conférenciers ont enregistré leur présentation, mais on prendra des questions quand même. Au 11e événement de la série de séminaires du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19. Mon nom est Dr. Catherine Hankins et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous offrons une traduction simultanée en français et nous aurons une période de questions et réponses bilingues, y compris pour les deux présenteurs qui sont enregistrés. At the bottom of your Zoom screen, you will see an icon of a globe. Choose off if you are bilingual and you want to hear Au bas de only votre the écran, live vous stream. verrez l'icône d'un English globe attendees, terrestre. you should select Choisissez the off English si vous êtes option so bilingue that you can et hear que the vous entire souhaitez event uniquement in entendre English. le flux The en direct. Les participants anglophones, vous devez sélectionner be l'option bilingual. English afin d'entendre l'intégralité de l'événement Zoom, en vous anglais. verrez l'icône d'un globe. Choisissez off si vous êtes bilingue et que vous souhaitez entendre le discours en direct. Participants francophones, sélectionnez l'option French afin de pouvoir écouter l'événement en français. La présentation sera en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. Please go ahead and select your language preference now. So let me tell you a little bit about the COVID-19 Alors, Immunity laissez-moi Task vous Force. We parler were un peu established du groupe in April de 2020. Seems like a long time travail ago. By the government of établi Canada, en with the mandate to 2020 catalyze, par le support, gouvernement du fund, and Canadien avec le harmonize mandat knowledge de on SARS-CoV-2 immunity for decision makers catégoriser across the country, but in les particular for federal, provincial, recherches and sur la state COVID decision makers, pour to les inform décideurs their fédéraux, efforts to provinciaux protect et Canadians territoriaux dans leurs minimize efforts pour the protéger impact of the les Canadiens et COVID-19 limiter les pandemic. répercussions de la pandémie de COVID-19. We have over 119 studies. Nous avons plus And de we're going to focus 119 today, études et nous allons nous right concentrer across the aujourd'hui, comme country, vous but pouvez we're going to voir, focus today on 9 of elles ont eu them, lieu à travers le which pays, are mais nous about allons people at higher nous risk concentrer of sur 9 severe d'entre elles, COVID-19 due sur to les other personnes health les plus conditions. vulnérables à une COVID Next grave, slide, please. attribuable à d'autres problèmes de We santé. have a number of presenters. Nous avons We'll begin plusieurs with conférenciers. Nous Dr. allons Deepali commencer avec Kumar, Dr. professor of Deepali medicine at the University of Kumar, professeur Toronto de médecine à and a l'Université de transplant infectious Toronto, disease consultante consultant en in the maladies University Health Network. infectieuses liées She's aux director of transplantations. transplant infectious Elle diseases est in that network. directrice Then we'll hear from Dr. dans Vinod le réseau. Chandran, who's an Ensuite, nous associate allons professor at the entendre University le of Toronto and the Dr. staff Vinod Chandran, rheumatologist professeur at the agréé University Health à Network l'Université de Toronto, rhumatologue et dans le Then réseau we'll hear from universitaire de Gil santé et Kaplan, Sinai who Health. is a Ensuite, Killiam nous laureate and professor of écouterons Dr. medicine, Gilad Kaplan, gastroenterology and lauréate du prix hepatology at Killiam, Cummings professeur de School of médecine Medicine à at the l'unité de University of Calgary, which gastroentérologie et happens to be my d'hépatologie alma à mater. l'École de médecine And then Cumming Dr. Sarah de Wing, l'Université de who is a Calgary. medical Ensuite, associate Dr. Sarah Wing, clinicienne adjointe à l'unité de néphrologie à l'hôpital de St. Michael's à Then Toronto. hear from Anne Burchell, La who's a prochaine diapo. scientist at Ensuite, nous the allons MAP écouter Center. I don't Dr. have Anna it, so maybe Burkel, for urban health chercheuse au solutions at MAP, St. Michael's Hospital, Unity Health Centre Toronto, an for associate Urban professor Health in the Department of Solutions Family and à Community St. Medicine Michael's at the University of Hospital Toronto.
Toronto et professeur agréé au département de médecine familiale et communautaire à l'Université de Toronto. Ensuite, Dr. Cecilia Kostinluk, professeur agréé faculté de médecine et de sciences de la santé, Université de McGill, département de médecine, Université d'infectiologie au Centre universitaire de santé McGill. Ensuite, pour la période de questions, nous aurons Dr. Sasha Bernatsky, professeur de médecine de l'Université McGill, chercheur clinique principal à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, et Dr. Matthew Oliver, professeur agréé de l'Université de Toronto, néphrologue et chef de l'unité de néphrologie à Sunnybrook Health Science Center et directeur médical régional du Centre de Toronto, réseau rénal de l'Ontario, Santé Ontario. Commençons premièrement avec notre reconnaissance du territoire. Nos conférenciers, aujourd'hui, je parle au nom de McGill. Pour commencer, nos conférenciers vivent à différents endroits de l'île Tortue, connus comme le Canada. La plupart d'entre nous vous parlons de la ville connue comme Montréal aujourd'hui ou de la ville de Toronto. Dr. Kaplan est le seul qui nous parle de l'Alberta. Il présentera sa reconnaissance du territoire durant sa présentation. Alors, je vais commencer pour reconnaître le territoire sur lequel je suis à McGill au nom de moi-même, Dr. Kostinluk et Bernatsky. Nous vous adressons de notre lieu de travail à l'Université McGill qui se situe sur des terres qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à remercier les divers peuples autochtones dont la présence marque ce territoire où des peuples du monde se réunissent maintenant et nous invitons tous à participer à des efforts de décolonisation. Nous remercions ces peuples divers qui ont marqué notre histoire et le territoire sur lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. J'aimerais maintenant inviter notre première conférencière, Dr. Kumar, pour la reconnaissance du territoire. Merci beaucoup. J'aimerais faire cette reconnaissance du territoire au nom de Dr. Chandran Wing, Oliver Burchell et moi-même. Nous sommes toutes et tous à Toronto. Nous apprécions l'opportunité de présenter de Toronto qui est sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les peuples des Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee, les Wendat. Et c'est maintenant un territoire qui réunit plusieurs communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Thank you, Dr. Kumar. So today's Merci topic is beaucoup, about Dr. people Kumar. at high risk Alors, of notre severe présentation aujourd'hui COVID-19 est les due personnes to qui font face pre-existing health à des conditions risques and or the élevés immunosuppressant en drugs they are raison on. de conditions de And the santé reality ou is de that these traitements health conditions immunodépresseurs. affect Et la nearly réalité 10 est million que Canadians. I was really ceci struck affecte by près this de 10 slide. millions de Canadiens. I J'ai été actually didn't vraiment know that marquée there par were cette diapo. 40,000 people Je ne living savais with a pas qu'il y avait transplant in 40 000 Canada. personnes vivant avec une And I had no transplantation idea au Canada. 7 million Et je Canadians n'avais have aucune idée que immune-mediated 7 inflammatory millions de diseases. Canadiens souffrent de Chronic maladies kidney inflammatoires à disease is médiation not immunitaire. uncommon, with somewhere La between maladie 1.3 rénale and 2 chronique million Canadians affected. I did affecte know that 1,3 à 62,000 2,9 people millions are de estimated Canadiens. to be Je living with savais que HIV plus in de Canada. 62 000 And personnes au when we look at the Canada vivent right-hand avec side of the le slide, we can look at VIH. Et the lorsqu'on impact of regarde à droite, COVID-19 on for peut these voir l'effet de la populations, COVID-19 either pour in ces terms of a populations, higher que ce hospitalization soit en rate, as termes seen with d'un transplant haut taux recipients, or, for d'hospitalisation, comme example, chez the les patients de immune-mediated inflammatory transplantation, diseases. This is ou quite dans le striking. cas des maladies 8.27 inflammatoires à versus médiation immunitaire, 4.88 COVID-19 8,27 related deaths per décès 1,000 person comparativement à years. That's almost 4,88 sur double. 1000 années personnes. C'est Hospitalizations presque le also much double. higher Les for people with these hospitalisations également conditions. beaucoup plus élevées Then, pour if les you look at the personnes chronic kidney souffrant disease, I de was ces really conditions. struck Ensuite, si by on this. regarde la maladie rénale A chronique, j'ai été mortality très rate marquée of par ces données. Un 45% taux de in COVID mortalité de for près de people who have a chronic 45 kidney disease pour les versus patients
atteints d'une they didn't have MRC versus COVID-19. 5 Same kind of thing we're seeing with higher rates of On hospitalization. voit And la then même for people living chose au with niveau des HIV, risques there was d'hospitalisation élevés. Pour les 78% higher personnes risk vivant of avec le death VIH, compared to people un without risque à HIV. These are 24 really plus striking. élevé We're going to learn d'infection. more Et about c'est these très during the seminar marquant de today. voir ces données. On va en apprendre If we move davantage to durant the notre session slide, aujourd'hui. Si nous pouvons passer à there, la I'll prochaine hand over to diapo, you, Dr. Dipali je vais vous Kumar, to donner tell la us a parole bit maintenant, about people Dr. with Dipali solid Kumar, pour organ que vous transplant. nous What parliez is their des risk? What have you seen in your personnes study? Thank you so much. qui sont receveurs d'une transplantation. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai reçu des bourses d'études cliniques de Roche et GSK. J'ai également reçu des honoraires de Roche, GSK et d'autres partenaires de l'industrie. Je parlerai de l'utilisation des vaccins dans une indication non autorisée. Lorsqu'on parle des transplantations pleines, ceci est un groupe qui représente toutes les transplantations, les reins, le foie, les poumons, le cœur, le pancréas, et également des transplantations en combinaison. Et comme a été mentionné auparavant, il y a près de 40 000 personnes vivant avec une transplantation. Et à chaque année, au Canada, il y a environ 3 000 transplantations qui ont lieu. Alors, vous pouvez voir que chaque année, cette population augmente. Une chose importante à noter est que les receveurs de transplantation sont des immunodépresseurs pour éviter le rejet de l'organe, et ceci durant toute leur vie. Maintenant, pourquoi étudier davantage les vaccins contre la COVID-19 chez les immunodéprimés? Nous savons que 2 doses ne suffisent pas et nous savons d'études antérieures que plusieurs patients ne développent aucun anticorps ou réponse de lymphocytes. Il y a plus de récidives d'infection avec des maladies sévères et ceci était le cas avant Omicron. Ceux qui ont reçu 2 doses de vaccin avaient beaucoup de récidives et ces récidives étaient aussi graves que sans vaccin et certainement bien au-delà que la population générale. Nous savons également que les variants peuvent évoluer chez les personnes immunodéprimées. Le virus reste présent plus longtemps, ce qui signifie des mutations et des évolutions de celui-ci. Nous savons également d'autres vaccins, comme le vaccin contre la grippe, que les patients immunodéprimés ont besoin de doses plus élevées ou de doses supplémentaires pour la même réponse immunitaire que ce que l'on donne comme base de traitement. Lorsqu'il a été recommandé que les immunodéprimés reçoivent 2 doses et que l'on a vu plusieurs récidives qui avaient lieu, il y avait une très haute demande de la part des patients. On peut le voir à travers les courriels que l'on a reçus, les médias sociaux, etc. Ceci nous a amené à faire une étude d'une 3e dose du vaccin. Ce que vous pouvez voir à droite est comment nous avons assigné soit à la 3e dose du vaccin Moderna ou à une 3e dose de placebo. Ceci a été fait à l'époque où seulement 2 doses étaient recommandées. Les doses ont été données à 0, 1 et 3 mois. Donc, la 3e dose était 2 mois après la 2e dose. Les patients ne savaient pas ce qu'ils recevaient et les résultats ont été une immunogénicité.
So here are the results from that study. Maintenant, les résultats de cette étude. Nous avons vu que la troisième dose accroît la réponse des anticorps et des lymphocytes T en cas de transplantation. Et je vais vous expliquer un peu les données sur ce tableau. Le premier tableau vous montre la réponse d'anticorps. En rouge, les patients qui ont reçu la troisième dose du vaccin. En bleu, ceux qui ont reçu le placebo. Et vous pouvez voir qu'environ 55% des patients qui ont reçu la troisième dose de vaccin ont eu le taux d'anticorps avec un chiffre beaucoup plus bas du côté des placebos. Vous pouvez voir ensuite les augmentations d'anticorps. Vous pouvez voir dans les points rouges que certains patients qui ont reçu la troisième dose, qui n'avaient pas répondu du tout à la deuxième dose, ont eu une excellente réponse lors de la troisième dose. Le deuxième tableau parle de neutralisation et le dernier tableau de la réponse des lymphocytes T qui a été bien plus élevé avec la troisième dose, comme vous pouvez voir. Maintenant, une journée après la publication de cette étude de la FDA aux États-Unis, elle est arrivée avec sa recommandation pour la troisième dose de vaccin pour tous les individus immunodéprimés. Et on nous a partagé nos données même avant la publication. Et c'était bien de voir notre étude sur CNN. And so we could not rest for too long because nous n'avons pas pu nous reposer trop longtemps parce que du fait la variante Omicron était sur le point d'arriver. Alors simplement pour vous dire que l'étude antérieure a été faite utilisant le virus ancestral et la version originale du vaccin avec Omicron, il y avait de nouvelles choses à voir. Ce que l'on a vu est qu'un mois ainsi que 3 mois après la troisième dose, la neutralisation du variant BA.1 donc Omicron était réduite. Maintenant, pour voir les données ici, sur l'axe Y, vous voyez la neutralisation exprimée en log ID50, plus c'est élevé, mieux c'est évidemment. Et en bas, vous voyez la neutralisation du variant BA1 pour également le sauvage et Delta. Ce que vous pouvez voir est que la troisième dose va faire une neutralisation dans 50 à 60% des clients, des patients pour la version originale du virus. Même chose pour Delta, mais ensuite pour Omicron, ça baisse à environ 18%. Et ce que l'on a vu est une réduction de 200 fois de l'activité neutralisante contre la variante Omicron, même avec 3 doses. So that was all done in the laboratory, but how does ceci a été fait en laboratoire? Mais comment est-ce que ceci se traduit en protection clinique? Et c'est ici où il est important de noter que simplement parce que quelque chose est démontré en laboratoire, cela ne signifie pas que le vaccin ne fonctionne pas. Nous avons donc fait une étude ici chez les patients de transplantation qui démontre que le vaccin protège contre une infection sévère. Ce que vous pouvez voir sur le tableau est que chez les personnes qui avaient reçu plus de 3 doses de vaccin, donc 190 patients, seulement 8% ont besoin d'un traitement d'oxygène. Alors que s'ils avaient reçu moins de 3 doses, 26% avaient besoin d'un traitement d'oxygène. Donc, plus de doses de vaccin réduit de façon significative le besoin
besoin de traitement d'oxygène. Ça a également réduit le besoin d'hospitalisation. Et en fait, même si les personnes étaient hospitalisées, d'avoir plus de 3 doses de vaccin réduisait le nombre de jours passés à l'hôpital. Donc, ce n'est pas perdu du fait que la neutralisation était basse. Mais nous savons que l'immunité baisse avec le temps. Il est important d'avoir des doses de rappel. Ce que vous voyez ici est une étude. Ce que vous voyez sur la ligne Y, les taux d'anticorps, et sur la ligne X, le nombre de doses. Ceci est une étude à travers le pays de plus de 500 receveurs d'organes. Et ce que vous pouvez voir est qu'au fur et à mesure que le nombre de doses augmente, la réponse d'anticorps augmente également. Et en fait, la 4e dose augmente encore davantage la dose d'anticorps. De façon intéressante, les personnes qui avaient déjà la COVID, donc des récidives après 3 ou 4 doses de vaccin, avaient une réaction d'anticorps encore plus élevée. Et c'est ce que l'on appelle une immunité forte. Lorsqu'on regarde les receveurs d'organes, il y a différents types de transplantation. Et les différents types de transplantation réagissent de façon différente au vaccin. Vous pouvez voir que pour les transplantations de poumons, la réponse d'anticorps est la plus faible, probablement parce que ce sont les plus immunodéprimés de tous les receveurs d'organes, alors qu'avec les 3e et 4e doses chez les transplantations de foie ont des hauts niveaux de protection. Une autre chose que je voulais mentionner, j'ai parlé de l'immunité hybride, qui est l'immunité reçue si vous avez été vacciné et ensuite infecté. Ce que l'on a appris que même dans la population des receveurs d'organes, cette immunité hybride offre une protection croisée, du moins pour une courte durée. Sur cette diapo, ce que vous voyez sont les patients qui ont été infectés par BA1 et vous pouvez voir que près de 90% acquièrent des anticorps neutralisants après l'infection. Évidemment, cette population est également vaccinée. Lorsque l'on regarde ce groupe et que l'on voit combien ont développé une protection croisée contre BA5, voyons que 65% acquièrent une protection croisée contre le variant BA5. Donc, du moins, sur le court terme, il paraît y avoir une protection croisée si un receveur d'organes a une infection de la COVID. Évidemment, on veut éviter cela à cause de toutes les possibilités de complications. Donc, les messages à retenir sont que la primo-vaccination est composée de 3 doses de vaccin ARN chez les receveurs d'une transplantation. Au moins 3 doses préviennent une COVID-19 grave. Les doses de rappel sont importantes puisque la protection s'affaiblit au fil du temps. Il est important d'assurer que les proches, les amis et la famille sont vaccinés. Et sur ce, je vous remercie et je reconnais le groupe de recherche ainsi que tous les collaborateurs, la Fondation UHN qui a financé une bonne part de ces recherches et évidemment la GTIC qui ont également soutenu notre recherche. Merci beaucoup, Dr. Kumar. Très intéressant. Autant les données immédiates que vous avez reçues, qui est devenue une décision de la FDA presque immédiatement. Et ensuite, il est incroyable de voir la réponse au vaccin chez les receveurs d'organes, malgré ce tsunami de complications que l'on a vu. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Dr. Vinod Chandran, qui a dû enregistrer sa présentation et je vous rappelle que l'on pourra prendre des questions à la fin sur sa présentation. Dr. Chandran, allez-y.
Merci, Dr. Hankins, pour cette belle introduction. Je vais vous parler de l'immunité des vaccins ARNM contre le SARS-CoV-2 chez les patients atteints d'une maladie inflammatoire à médiation immunitaire ou MIMI. Je reconnais que je siège sur et reçois des entreprises en honneur des entreprises AbbVie, Amgen, BMS, Janssen, Novartis, Pfizer. Je reçois un soutien salarial de la chaire de la recherche en rhumatologie Pfizer. Alors, pour l'étude Impact, nous avons recruté 150 participants, des adultes atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin, de polyarthrite rhumatoïde, de spondylite ankylosante ou de maladie psoriasique et sujets en santé, prenant ou non un traitement d'entretien immunodépressif, ayant reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech, le vaccin de Moderna ou ces deux vaccins contre le SARS-CoV-2. Nous avons exclu ceux qui avaient une infection antérieure par la COVID-19, stéroïdes ou autres vaccins. Nous avons recruté 26 sujets témoins en santé, 9 patients n'ayant pas besoin de traitement immunodulatoire de leur MIMI, 44 qui prenaient des agents anti-TNF, 16 qui prenaient des anti-TNF adjoints à de l'azatioprine ou du méthotrexate. Group had 80 patients with inflammatory bowel disease, 18 with Au psoriasis. total, 80 patients étaient atteints d'une MI, 18 de psoriasis, 22 d'arthrite psoriasique et 12 de spondylite ankylosante et 4 de polyarthrite rhumatoïde. Nous avons vu que pour toute la cohorte, les réponses des anticorps ont augmenté entre T1, T2 et T3, puis ont diminué à T4. 97.6 Après la première dose, 96,6 des participants ainsi que 80 and RBD respectively, and the relative ratios were greater ont réagi de façon in 44.6 positive et nous voyons chez 13 des participants les taux de séroconversion augmentés à 92 rapidement après la deuxième dose. Et l'augmentation a été plus élevée chez 96,1 et 80,3 des participants respectivement. Les participants sur anti-TNF ou d'autres ont eu des niveaux beaucoup plus bas que ceux dans le contrôle en santé, qui restant non traités après la première ou deuxième dose de vaccin. De plus, anti-TNF avec méthotrexate ont vu une plus grande réduction des niveaux comparés au contrôle en santé et les personnes non traitées. Alors, si vous voyez à T4, le nombre de patients qui ont montré des plus bas niveaux, en particulier dans les groupes avec anti-TNF. Ensuite, nous avons utilisé un dosage de l'antivirus pour démontrer que les réponses étaient plus basses à tout moment et pour toutes les variantes, en particulier pour les patients sur des agents anti-TNF, ainsi que ceux seulement sur le méthotrexate n'avaient aucune neutralisation détectable contre Omicron. Looking at T-cell responses, we determined that by measuring the release of cytokine, ces réponses et vous regardez le relâchement de cytokines et les peptides, les déficits sont pour un gamma différent après le premier dosage et le deuxième dosage. Cependant, aux 3 mois, on a des réponses différentes d'un gamma différent où c'est plus faible dans la plupart des groupes et les gens qui sont dans le groupe témoin.
quand on analyse les réponses d'anticorps par type de vaccin, on montre que ceux qui reçoivent Moderna et des réponses plus tumorales, une réponse plus que les vaccins Pfizer. Et parmi ces patients qui ont reçu le vaccin Pfizer, ils ont une réponse un peu plus faible à RBD. Donc, les femmes, alors que les réponses des anticorps n'ont pas changé par âge dans cette étude particulièrement. Alors, pour résumer ce type d'étude basée sur la réponse, on a un séroconversion de 100% et ça augmente les réponses de type 1 et de type 3. Les taux d'anticorps et efficacité de neutralisation plus faibles chez les personnes sans traitement anti-TNF sont sujets aux témoins et les affaiblissements marqués de réponse 3 mois après la deuxième dose, surtout chez les personnes ayant une MIMI qui peuvent avoir besoin d'une nouvelle dose de rappel. On voit que les réponses, c'est les premières doses de vaccin avec une amélioration au deuxième dosage, mais on a des réponses en dedans de 3 mois de la deuxième dose. J'ai des réponses qui sont plus prononcées pour la deuxième dose. On a vu des réponses plus fortes avec Moderna et Pfizer et ça ne se montre pas, mais une corrélation descente entre les anticorps. Le petit nombre de sujets dans chaque groupe et avec les médicaments et les maladies dans chaque groupe, ça donnait un nombre limité de sujets dans chaque groupe. On a évalué les réponses des anticorps après trois doses de vaccin à ARNM. Et donc, vous voyez que les niveaux ont augmenté selon la troisième dose dans 92% des patients qui avaient un taux plus élevé que la médiane et un pic de RBD. Alors, les réponses des lymphocytes après 3 doses de vaccin à ARNM, ça c'est suite à 3 mois. Et vous voyez que ici, quand on regarde les mauvaises réponses, le troisième dosage augmente l'immunité de façon significative pour les réponses IL2 et IL4. Ça, c'est les réponses pour B.1, phytonine, et on ne voyait aucune différence dans les réponses IR1 et IR4, semblables à d'autres études. Alors, pour les conclusions, nous avons observé des vigoureuses réponses sérologiques et cellulaires chez les personnes atteintes d'une MIMI après la troisième dose d'un vaccin à ARNM. Donc, 3 mois après le deuxième dosage et les gens qui ont une immunité avec l'Omicron B.1.1.5.2.9. Et nous avons maintenant d'autres lectures cellulaires et humorales et on a d'autres dosages qui sont au sein de cette cohorte. Alors, j'aimerais reconnaître d'autres membres de notre étude, les professeurs Gingras, Watts, de Silverberg et Pidet et Chedra et les employés qui ont fait en sorte que ceci soit possible et les sources de financement. Merci. Et je donne la parole maintenant au Dr. Hankins. Merci beaucoup, Dr. Chandra. C'est fascinant. Quel est l'impact des médicaments? Quels médicaments vont causer une réponse en délai? Mais c'est bien de voir que cet autre dosage voit une différence. Cette autre personne a dû faire un enregistrement. C'est difficile d'avoir tout le monde en même temps. Le Dr. Gil Kaplan est notre prochain conférencier. C'est à vous. Merci, Dr. Hankins. Bonjour tout le monde. Désolée, je n'ai pas pu être là en personne. J'ai hâte de partager des données avec vous sur la réponse des anticorps entre la première et quatrième dose du vaccin contre la COVID-19 dans ces typologies. C'est une étude qui a été faite à Calgary et ça fait partie du projet
canadien succède. J'aimerais reconnaître les territoires des personnes de la région du traité 7 du sud de l'Alberta, qui inclut la Confédération des Pieds Noirs composée des Premières Nations Siksika, Piikani, Kainai et les Premières Nations Tsuut'ina, Stoney Nakoda, et ce qui englobe les Premières Nations Chiniki, Berpa et Wesley. Et la ville de Calgary accueille également la nation métisse de l'Alberta, région 3. Veuillez regarder ma déclaration également, s'il vous plaît. L'équipe à l'Université de Calgary a mené une étude pour évaluer les anticorps sur une période de temps pour voir si les troisième et quatrième doses de dosage ont repris au bout d'un moment. Ici, nous avons une personne qui a fourni un échantillon de sang pour les dosages de vaccins. Après le premier dosage, seulement 82 des gens de conversion, taux d'anticorps moyen de 276. Ceci dit, en dedans de 1 à 8 semaines après le deuxième dosage, 98 ont séroconverti. Après 8 semaines, à partir de la deuxième dose, les anticorps ont baissé de 15 donc un taux de 1127. Les anticorps mesurés de 1 à 8 semaines après notre troisième dose a augmenté à 99 pour un 12 000. Semblablement à la deuxième dose, on avait 12 après 8 semaines avec les taux d'anticorps moyens de 4 000. Notre quatrième dose qui reprend les anticorps et les niveaux sont plus de 10 000. Ça démontre que les rappels fonctionnent bien, mais d'autres facteurs sont associés à ce rappel. Ça, c'est les titres d'anticorps en 3D dans 3 axes, donc groupe d'âge inclus. Nous avons les niveaux d'anticorps pour plus de 80 ans. Et pour les gens entre 70 et 79 ans, les taux d'anticorps sont plus élevés et on voit de chaque groupe en rajeunissant que ça devient de plus en plus. Donc, on a ces données qui suggèrent que les patients pourraient bénéficier d'un troisième dosage. Et quels sont les effets des types de médicaments après 3 dosages? Ici, vous voyez les taux d'anticorps 1 à 8 semaines après notre dose et après 8 semaines après la troisième dose, stratifiés par médicament. Dans toutes les thérapies, on voit une augmentation dans les taux d'anticorps après la deuxième dose, quelques mois après. Ceci dit, vous voyez qu'un troisième dosage permet de comprendre tout processus de médicament à l'exception du prednisone. Et donc, avec chaque médicament, vous voyez que les patients qui ont un MII traité, donc ils ont besoin d'une réponse significative par la suite. Maintenant, j'aimerais parler de la sécurité des vaccins. Quelles sont les données des 2 études? Donc, d'abord, une cohorte de Cedars-Sinai et des événements après 3 dosages. Donc, les gens qui ont le MII, on a voulu comprendre quelles étaient les réponses après 4 dosages de vaccins. Quand vous regardez les données aux États-Unis et au Canada, vous voyez que les effets secondaires après chaque vaccin, chaque dose, vous voyez que c'est la douleur, la fatigue et le malaise. 4 ont parlé d'autres symptômes, des symptômes gastro-intestinaux et des événements là peuvent devenir moins fréquents avec chaque dosage. En fait, notre étude trouvait que les gens qui avaient le MII, qui avaient une réaction après le 4e dosage et
qui avaient des anticorps versus ceux qui n'avaient pas de douleur. Et donc, il y a une réaction forte au vaccin qui reflète une réponse immunologique au vaccin. Et donc, à Calgary, on a étudié tout le monde dans de 30 jours après le dosage et on a fait une révision médicale pour voir si les gens avaient une preuve. Donc, il n'y avait pas d'activité de maladie dans 30 jours après les dosages du vaccin. J'aimerais refléter sur l'importance de donner et la communauté après la pandémie ou pendant la pandémie. Quand l'OMS en fait a annoncé la pandémie, nous avons décidé de créer un groupe de travail. On a invité des experts dans le groupe composé de toutes sortes de spécialités et les données générées des cohortes comme à Calgary ou Succeed étaient utilisées pour créer des lignes directrices pour la communauté lorsqu'on avait des décideurs politiques. Je veux conclure avec des messages clés. Dans 4 dosages, les anticorps ont augmenté et ont repris avec ceux qui avaient le MII. Des individus plus vieux qui ont le rappel vont peut-être avoir d'autres besoins de rappel. Nous avons une réponse dans tous les médicaments à l'exception de prednisone et les effets négatifs sont semblables dans la population générale et les vaccins contre la COVID-19 semblaient sécuritaires dans cet échantillon. Voilà les membres de mon équipe et finalement, je veux remercier mes partenaires et les agences, les bailleurs de fonds. Merci pour votre attention. Pour ceux et celles qui ont des questions sur nos résultats et les gens qui ont la MI, Dr. Sacha Berneski est là avec vous. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Dr. Hankins, à vous. Merci beaucoup. Une question qui sort pour moi, et on va y arriver, c'est qu'en est-il du temps quand on donne le rappel dans la population? On cherche l'impact, mais est-ce que ça serait différent pour la population en général? Merci beaucoup, Dr. Kaplan. Maintenant, j'aimerais présenter Dr. Wing. Donc, au nom du Dr. Matthew Oliver et Michelle Hrabanovich, Dr. Wing va présenter la recherche de l'équipe par rapport aux gens qui ont une dialyse. Dr. Wing, oui, merci beaucoup. Je suis heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'efficacité de 3 dosages pour le vaccin COVID-19 sur les individus qui sont en dialyse, donc pendant l'Omicron en Ontario, au Canada. Prochaine diapositive. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer par rapport à cette étude. Alors, les individus en dialyse sont à plus grand risque pour la COVID-19 pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont d'autres conditions chroniques et les infections et les taux de décès étaient plus élevés au début de la pandémie. Les études ont trouvé que 2 dosages de COVID-19 étaient efficaces à réduire l'infection dans la population à dialyse, mais c'est là où l'alpha et le delta, tout ça était prédominant. Les patients en dialyse en Ontario étaient priorisés pour un 3e dosage en décembre 2021. Ça, c'était au moment où la vague Omicron débutait. Donc, nos questions pour l'étude portaient sur l'efficacité de vaccins et les résultats cliniques. La première question, c'était est-ce qu'un 3e dosage est efficace pour réduire l'infection dans la population à hémodialyse? Ensuite, est-ce qu'un 3e dosage était efficace pour réduire les résultats cliniques graves, donc l'hospitalisation pendant l'Omicron? Et est-ce qu'une infection antérieure contribue à réduire le risque d'infection future? Prochaine diapositive. Alors, ça, c'est une étude de cohorte rétrospective, une étude du premier
donc février 2021 en février 2022, on a regardé 2 versus 3 dosages de vaccins. Donc, le statut de vaccin était défini à la fin de l'étude et donc, on avait un total de 8 457 participants ou individus qui ont subi une hémodialyse, mais c'est important de savoir qu'au début de l'étude, 28 personnes avaient reçu un 3e dosage, alors qu'à la fin, le 28 février 2022, 88 des patients avaient reçu un 3e dosage. Dans le groupe qui a reçu 3 dosages, 86 avaient reçu le même type, donc soit tout Pfizer ou tout Moderna. Et 627 individus avaient une infection avant, et ces individus qui avaient déjà eu une infection étaient moins portés à obtenir la 3e dose. Qu'est-ce que les résultats nous ont donné? Donc, il y avait des taux plus faibles d'Omicron, d'infection due à l'Omicron dans ce groupe, et il y avait des taux plus faibles de résultats. Ça, c'était traduit par une efficacité de vaccin, une réduction de 42 de l'infection dans le 3 versus 2 dosages et une réduction de 60 dans les résultats sévères. Les résultats sévères, ça comprend l'hospitalisation. Prochaine diapositive. Une analyse secondaire est également complétée pour comprendre le rôle d'infection auparavant. Donc, on a calculé les niveaux d'urgence, donc l'infection de Omicron qui prenait en compte donc les nombres de dosages et l'infection. Le ratio le plus faible était perçu chez les individus qui avaient une infection ultérieure et un 3e dosage. Et donc, ça, c'était traduit par le pourcentage à l'écran. Alors, même s'il y avait des estimations plus élevées de Moderna comparé à Pfizer, il n'y avait pas de différence significative par type de vaccin. En conclusion, c'est important que les patients avec hémodialyse connaissent les avantages de toute vaccination. Notre espoir, c'est qu'on va continuer à prioriser la vaccination pour l'hémodialyse comme c'est un groupe à haut risque et il y a clairement un avantage avec 3 versus 2 dosages. L'infection est également quelque chose qui est protégé, mais cette étude démontre que le plus faible risque, c'est l'infection et un 3e dosage. Donc, la vaccination fournit une protection accrue. D'autres études sont nécessaires pour comprendre l'impact de la COVID-19 sur la morbidité et la population de dialyse. Et en fait, on veut comprendre l'efficacité de vaccination et de l'hémodialyse. Ensuite, merci à l'équipe de recherche qui a travaillé très fort pendant cette étude et pendant cette analyse. C'était un plaisir d'être là. Merci. Merci, Dr. Wing. C'est intéressant parce que c'est un message qu'on doit absolument communiquer avec la population générale. Ce n'est pas tout simplement fait. Si vous avez eu une infection d'Omicron, quand vous avez votre rappel, ça maintient la protection. Merci beaucoup. On va revenir à ça clairement dans la population, dans la période des questions. Dr. Cecilia Kostignoc et Anne Burchell, on vous invite à présenter au nom de l'équipe de recherche. Dr. Burchell, je pense que c'est vous qui débutez. Oui, merci, Dr. Hankins. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ma co-conférencière, la Dr. Kostignoc, nous allons faire la présentation. On va parler de la COVID-19 et le VIH. Alors, j'ai pas de choses à déclarer pour cette présentation. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder la vaccination contre la COVID-19 chez les patients ayant le VIH? Bon, historiquement, ils avaient un peu d'immunogénicité au vaccin courant. En ce qui concerne certaines maladies, la grippe, le pneumocoque,
méningocoque et l'hépatite A et B. Les gens qui ont le VIH sont également affectés par d'autres facteurs de risque et ça augmente le risque de COVID-19 et ça comprend le fait que d'autres personnes avec le VIH vivent d'autres comorbidités et ils ont également des faibles revenus dans certains cas. Donc, alors que les gens étaient alors qu'il y avait des gens qui étaient vulnérables, on voulait faire de la recherche sur autant de personnes que possible. Donc, on regarde ça d'angles différents. Donc, on va commencer par l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 et le SARS-CoV-2 chez les gens vivant avec le VIH. Je vais partager des conclusions de 2 projets en continu en Ontario et en Colombie-Britannique quand on utilise le test négatif pour l'efficacité. On utilise des données reliées sur la santé. On peut travailler avec des données sur tous les adultes dans les 2 provinces. Pour notre travail, on s'est limité aux gens qui ont fait un test PCR pour le SARS-CoV-2 et ces conclusions sont limitées à la période avant l'Omicron. On est en train de travailler sur l'efficacité du vaccin depuis ce temps-là. Et notre façon de voir l'efficacité et les estimer, bon, c'est en comparant le statut des vaccins. Dans la prochaine diapositive, vous allez voir que la première série de résultats, donc ça c'est pré-Omicron, ça c'est l'efficacité des vaccins contre l'infection avec le SARS-CoV-2. Les messages de ces diapositives-ci, c'est qu'un dosage, c'est mieux que 2 en pré-Omicron, donc ce n'est pas surprenant, mais il y avait des données probantes par rapport à donc une situation où les adultes ils ont vu qu'un pattern d'arrêt, en fait, il y avait un pattern d'arrêt chez les gens qui avaient avec les gens qui avaient le VIH et versus non. En Ontario, dans la prochaine diapositive, on a pu regarder des résultats au-delà des infections et on a trouvé que 2 dosages ont eu beaucoup plus d'amélioration. L'efficacité des vaccins de 94 et versus l'hospitalisation et le décès avec une efficacité des vaccins de 97 on ne voyait pas de données probantes par rapport à l'arrêt et l'infection jusqu'à 6 mois. Et dû à une précision insuffisante. On pouvait voir si l'efficacité des vaccins variait selon des caractéristiques et on n'a pas trouvé des données probantes que ça variait selon l'âge, si on était homme ou femme, ou les gens vivaient en Ontario ou comment la pandémie a eu un impact donc avec ces vagues avant l'Omicron. Alors, avant de donner la parole à ma collègue et de parler d'immunogénicité, je vais tout simplement mentionner des conclusions qu'on essaye présentement. Donc, pour les principales observations dans cette période-là, l'efficacité à 2 dosages était à peu près semblable chez les gens avec le VIH versus la population générale. La plupart de ces gens-là dans les 2 provinces sont bien contrôlés avec leur VIH et donc ça peut rassurer les gens qui ont le VIH, mais on a plus de travail à faire. Comme j'ai dit, on continue à regarder cette protection contre les variantes de l'Omicron, de la COVID. On regarde la 3e dose et 4e dose. On n'avait pas d'informations sur la charge virale et on trouve que ça sera utile d'analyser ça en Ontario. On recommande, donc, comme d'autres ont dit, on recommande certainement pour les gens qui vivent avec le VIH, c'est important d'avoir leur vaccin et leur rappel et d'être à jour. Maintenant, je vais demander à la Dr Castignac de continuer. D'accord, merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup. Alors, je vais présenter sur lui l'objectif 2. En fait, quelle est la réponse immunitaire au vaccin contre la COVID-19 chez les personnes vivant avec le VIH? Comme la Dr Burchell a déjà suggéré,
Une grande raison pour laquelle on était intéressé par cette étude, c'est parce qu'on voulait regarder les participants qui étaient exclus de cette étude initiale impliquant les gens ayant le VIH par rapport au vaccin de la COVID-19 et l'immunogénicité. Et donc, ça, c'est une étude prospective qui impliquait des gens qui recevaient des vaccins à Montréal, à Toronto, à Vancouver et à Ottawa. Et en fait, qui étaient suivis dans des cliniques pour le VIH dans ces villes. Notre groupe témoin, c'était des individus qui n'avaient pas le VIH dans la cohorte arrêtée le partage. Et donc, à Ottawa. Et donc, vous voyez les participants qu'on a inclus. Donc, on avait 294 personnes ayant le VIH et 267 personnes comme témoins, des gens qui vivent avec le VIH. La médiane était 650. 7% avaient un compte CD4 sous 50. D'autres étaient entre 250 et 349. 10% avaient une charge virale détectable à un moment donné dans les 6 derniers mois. Et 8 personnes étaient ce qu'on voit des gens qui ne répondent pas de façon immunitaire ou des gens qui n'ont pas un bon compte CD4 malgré la charge virale supprimée. Et 30% de la population avait plusieurs morbidités. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme vous voyez de ces tableaux à violon, le troisième dosage de la COVID-19, le vaccin, a donné une réponse qu'on ait le VIH ou pas. Et on a défini un vaccin, une réponse immunitaire comme copositivité aux récepteurs IgG et les protéines spiculaires. On a par la suite vu qu'est-ce qui s'est passé aux réponses entre les points différents. Et vous voyez qu'à 6 mois, il y avait un taux légèrement plus petit qui avait monté une réponse vaccinale, mais au troisième dosage, cette différence est disparue. Et 100% de nos participants ont monté une réponse des anticorps au troisième dosage. On voulait voir s'il y avait des différences dans la population également, dans la population basée sur les relations, enfin, sur les genres, et on n'a pas vu de différence entre les hommes et les femmes. Et donc, dans la population qui montait une réponse au vaccin. On était très intéressés également par des sous-populations de gens ayant le VIH parce que les gens qui ont le VIH, c'est une population très hétérogène. Il varie beaucoup en termes d'âge, mais pour le nombre de comorbidités et leur statut immunitaire varie. Et donc, on était très intéressés. On voulait voir les gens qui sont, selon nous, ce qu'on appelle instables, ou les gens qui ont un CD4 de 350 ou moins, deux comorbidités ou plus, ou en étant au-dessus de l'âge de 55, parce que ça, c'est des populations qui ont tendance à avoir des résultats pires en général. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on ne voyait aucune différence dans la réponse vaccinale entre les gens ayant le VIH et les gens qui avaient plus que 55, qui avaient des comptes de CD4 plus faibles ou qui avaient plus que 4 comorbidités. Par la suite, on a fait une comparaison pour voir s'il y avait des différences dans les pourcentages de gens qui montaient des réponses anticorps détectables basées sur s'ils ont reçu un ARNM ou pas. C'est clair qu'on avait moins de gens qui recevaient des vaccins non ARN, mais on ne voyait pas de différence significative entre les groupes, ce qui nous a rassurés parce que ça montrait que peu importe le type de vaccin, il y avait quand même une bonne réponse vaccinale.
On a également regardé l'intervalle de temps entre les premiers et deuxièmes dosages de vaccins et encore une fois, on ne voyait aucune différence entre les niveaux d'anticorps suivant le quatrième dosage de COVID-19 dépendant de cet intervalle de temps. Donc, pour conclure, on a trouvé que les adultes ayant le VIH bien contrôlé au-delà des rétroviraux montre une réponse d'anticorps versus les individus négatifs suite au deuxième et troisième dosage de COVID-19. Moins de gens avec le VIH avaient des anticorps détectables suite au deuxième dosage et donc des rappels à temps sont nécessaires et cette différence est disparue au moment du troisième dosage. On a quand même besoin de plus d'informations sur la durabilité des réponses des anticorps, la neutralisation, cette capacité de neutralisation et la contribution d'immunité médiée par les cellules au moment de la vaccination. Et quand on prend en considération toutes ces réponses, ça va nous permettre d'informer des pratiques pour les gens vivant avec le VIH. Et évidemment, on aimerait remercier l'équipe et tous les participants dans cette étude également, y compris les membres de ces études pour tout le monde. Et évidemment, on est très reconnaissant de tous les bailleurs de fonds, y compris CITF, CTN et CIHR. Voilà. Thank you. Thank you, Dr. Birchall. Merci beaucoup, Dr. Birchall et Kosteniak. C'est très encourageant de voir encore une fois une bonne réponse au vaccin. J'aimerais vous remercier tous pour vos excellentes présentations. Et si on passe à la prochaine diapo, on va passer à quelques diapos avec les principaux messages à retenir. Et ensuite, nous allons passer aux questions. Je sais qu'il y a beaucoup de questions et certaines questions ont été répondues dans le chat. Et on verra s'il y a d'autres questions et vous pouvez évidemment ajouter plus d'informations aux questions que vous avez déjà répondues. Alors, les principaux messages, il est démontré que les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires chez les personnes plus vulnérables à une COVID-19 grave à cause d'un problème de santé préexistant. Les vaccins fonctionnent bien pour produire des réponses immunitaires pour éviter une maladie grave et un décès au sein de diverses populations à haut risque. Il est intéressant. Bien souvent, 3 doses, sinon 2, devraient être considérées comme la primo-vaccination, n'est-ce pas? Ça devrait être vu comme la primo-vaccination. Alors, suivant l'horaire de la dose de rappel est important pour maintenir un taux de protection suffisant. Et on pourra peut-être, durant la période de questions, parler de ce qui est nécessaire pour chaque population. Les nouveaux vaccins bivalents offrent peut-être une meilleure protection, mais il est trop tôt pour en être certain. Et les personnes atteintes d'autres affections, comme celle abordée aujourd'hui, sont plus vulnérables à une COVID-19 grave et par conséquent doivent continuer de faire preuve de prudence. Port du masque, distanciation physique, évitement des lieux achalandés et administration des doses de rappel régulières. C'est ce que l'on dit que tous nous devons faire maintenant avec le mélange de la grippe, des autres infections respiratoires et de la COVID. Je sais que plusieurs d'entre vous ont peut-être des questions que vous n'avez pas voulu mettre dans la section de questions et réponses. Vous pouvez écrire dans la langue de votre choix ou rester dans la langue de votre choix et on répondra autant de questions que possible avec le temps qu'il nous reste. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Dr. Sacha Bernatsky pour la séance de questions-réponses. Elle dirige nos travaux financés sur les personnes atteintes de maladies inflammatoires à médiation immunitaire. J'aimerais également souhaiter la bienvenue à M. Matthew Oliver
kidney qui diseases. travaille sur les recherches des personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Merci à vous deux de vous joindre à nous. Maintenant, si je regarde dans la section questions et réponses, je peux voir qu'il y a des questions qui ont déjà été répondues sur des mortalités spécifiques dans les cas de personnes à maladie rénale chronique. Une suggestion que le taux de mortalité est un peu élevé. C'était une question que vous avez répondu, Dr. Oliver. Merci de m'avoir invité à cette session. Il y a un grand spectre de maladies rénales chroniques, allant jusqu'aux besoins de transplantation et de dialyse. Dans la population de dialyse au début de la pandémie, le taux de mortalité était entre 20 et 25 si les patients attrapaient la COVID et le taux d'hospitalisation était de 60 C'était donc très élevé dans cette population. Ce n'était pas le taux de mortalité de 47 qui a été cité au début, mais quand même très élevé. Également, les personnes souffrant de maladies rénales avancées reçoivent également des médicaments immunodépresseurs. Alors, ça varie vraiment d'une population à l'autre. Ces taux, heureusement, ont baissé avec le temps à travers les différentes vagues et avec la vaccination. Mais au tout début de la pandémie, c'était des taux de mortalité très élevés ainsi que les taux d'hospitalisation. Merci. Nous avons des questions ouvertes qui arrivent. Une question pour les personnes immunodéprimées. Si on pense à la 5e dose de vaccin, c'est peut-être une question pour la population en général. Combien de temps attendre pour la dose de rappel après avoir été infecté de la COVID? Je sais que beaucoup ont été atteints par la COVID durant la vague de microbes et alors, est-ce qu'il y a un vaccin que vous recommandez plutôt qu'un autre? Alors, regardons premièrement pour les patients immunodéprimés souffrant de MII et ensuite la population en général. Voulez-vous que je réponde? Oui. Alors, j'aurais tendance à suivre les informations de Santé Canada ou au niveau provincial pour la vaccination après infection, mais au moins 3 mois. Ceci n'a pas été dit dans les présentations, mais il semble qu'une infection a environ le même effet auprès des patients de MII qu'une dose de rappel, mais la chute d'efficacité également est la même. Alors, après 3 mois d'une infection, il est important de prendre sa dose de rappel. Est-ce que ce serait la même chose pour le reste de la population? Oui, je vois des têtes qui disent que oui. Maintenant, voyons l'immunité hybride. Dr. Kumar, vous avez dit que la séquence est importante, la vaccination avant l'infection. Est-ce que nous avons compris? Et est-ce que l'intervalle entre doses a un impact? Je ne disais pas que la séquence est importante, mais c'est la séquence que nous avons analysée. L'immunité hybride signifie que vous avez eu une infection et la vaccination. L'ordre des choses, je crois, n'a pas beaucoup d'importance lorsqu'on essaie de définir l'immunité hybride. Dans notre population de receveurs de dons d'organes, et la vaccination semble protéger à un très haut niveau, du moins pour une certaine période de temps. Et je crois que l'on doit définir cette période de temps. Dans l'une des études que notre groupe a effectuées, et je n'ai pas présenté ces données, mais nous avons vu des anticorps neutralisants au moins 3 mois suite à l'infection.
vaccine Et first. ceci chez les personnes qui ont eu le vaccin préalablement. Ils ont été vaccinés, ils ont été infectés. Au moins 3 mois suite à cela, ils ont toujours un bon niveau de protection. Après 3 mois, ce n'est pas clair. For the previous question, Donc, where pour you la asked question when antérieure où vous avez demandé a dose of quand vaccine, les a boost, patients devraient recevoir une dose de vaccin ou une dose de rappel après infection, je crois que 3 mois semble raisonnable. Mais je crois que nous avons besoin de plus de données sur la réduction de la protection. Je crois qu'il y a une réduction, mais ce que l'on doit voir est l'intervalle ou la durée. Et la question est, quelle dose de rappel? Alors, quelle dose de I think rappel? the trends that Les tendances prior to the bivalent que vaccine, nous avons vues avant le vaccin bivalent, certaines des données démontraient que le vaccin Moderna, ARNM, semblait offrir une plus grande and that might be because dose d'anticorps que le Pfizer. Ceci est peut-être parce que Moderna a un plus grand nombre de microgrammes d'antigènes que le Pfizer, 50 versus 30. I think it's important to get Je crois qu'il est important immunocompromised. It's important to get the pour les vaccine. personnes immunodéprimées, il est important d'avoir le I don't vaccin think qui est that accessible avant et pour tout. Je ne compliquerai pas la donne. Ici, je crois que l'un peut produire un peu plus d'anticorps que l'autre, mais les deux offrent le même niveau de protection, je dirais. Alors, le vaccin qui soit accessible, allez-y. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Je dirais également que je suis d'accord avec ce que les autres ont déjà mentionné. Suivi les recommandations du gouvernement, prenez le vaccin qui est disponible. Parfois, en recherche ou dans les laboratoires, nous détectons de petites différences, mais nous ne savons pas réellement la signification clinique. Du moins, dans notre étude avec le VIH, nous avons vu que même les vaccins non ARNM offraient une bonne protection. Alors, prenez le vaccin qui est disponible et recommandé, à savoir si ces petites différences ont un impact au niveau clinique. Nous le saurons peut-être avec le temps. J'allais dire que je crois que tous nos patients reçoivent le bivalent en ce moment et ça, c'est un changement. Il y a une question qui est arrivée qui dit, bon, on fait le suivi de la baisse des taux d'anticorps et on suppose que cela signifie une baisse de protection. Avez-vous vu chez certains patients une augmentation de protection? Les preuves cliniques de cette baisse de protection avant la dose de rappel, je peux dire que pour la population de patients de dialyse, nous avons fait une analyse pour voir les taux d'anticorps. Nous avons vu une baisse d'efficacité à des intervalles de 3 mois après la deuxième dose, la troisième dose, et l'on voit une réduction d'efficacité. Mais bon, l'échantillon n'était pas assez grand pour pouvoir avoir des données précises, mais on a vu au niveau des taux d'infection et des infections graves, et non seulement au niveau des analyses. Je dirais qu'au début de la pandémie, nous étions très inquiets des taux d'anticorps chez les patients en dialyse que le reste de la population, mais l'efficacité du vaccin, première et deuxième dose, encore à ce niveau-là, était bien plus élevée que ce à quoi on s'attendait. Alors, il peut y avoir une différence entre les niveaux de sérologie et l'efficacité réelle dans la population. Et ça a été très réassurant, donc, pour la communauté des patients de dialyse. Merci. Je sais que Bruce Mazer préférait que l'on parle de perte de niveau et que l'on essaie de voir quel est le niveau de protection malgré cette chute d'anticorps.
si vous me permettez, j'ajouterais qu'il est en fait très difficile de voir la baisse d'immunité en ce moment parce que nous avons tous ces traitements également maintenant. Et ce qui arrive est que lorsque une personne à risque d'infection grave est infectée, nous faisons rapidement des traitements avec le remdesivir ou les antiviraux qui nous sont disponibles et ça également a un effet sur la sévérité de la maladie. Il est donc difficile de séparer ce qui est effet du traitement rapide et ce qui est une baisse d'immunité. That's a really good point. C'est So, un how très about bon point. patients with Et inflammatory chez les diseases? patients souffrant de MII, I think the picture is also very similar. je crois que c'est très semblable. That we haven't seen a big spike. Nous n'avons pas vu une grande augmentation d'hospitalisation ou de maladie de la COVID sévère, mais avec les mêmes bémols qui ont déjà été mentionnés. Alors, dans les maladies rénales chroniques, les patients en dialyse, est-ce qu'ils sont également des candidats pour certains de ces traitements antiviraux dès le départ? Est-ce que vous pensez que cela aurait un effet sur la réponse immunitaire? Sarah, vous pouvez ajouter si vous voulez. Nous avons analysé les infections. Les vaccins prévenaient l'infection. En termes de la sévérité de l'infection, cela est affecté évidemment par tous ces traitements et les patients les reçoivent. Même celui que l'on croyait n'était pas sécuritaire pour les patients en dialyse. Nous avons réalisé qu'en fait, il était sécuritaire et donc nous l'avons utilisé. Et je suis d'accord avec Dr. Kumar que ces traitements réduisent la sévérité, mais on évite également l'infection également, ou du moins chez les patients de dialyse. Sarah, did you want to make a comment? If not, I'll move to the next question. Sarah, vous avez un commentaire? Sinon, je passe à la prochaine question. Vous êtes en mode sourdine? Est-ce que vous m'entendez? Oui? D'accord. On a plusieurs questions dans la boîte de clavardage également, donc on peut avancer. D'accord. Donc, voici une question pour vous tous et vous toutes, et elle n'est pas évidente. Beaucoup de gens avec des comorbidités vivent déjà avec des handicaps. Est-ce qu'il y a la possibilité de développer la COVID longue? Est-ce que les vaccins réduisent ça? Qu'est-ce que vous voyez dans vos populations? Oui, je peux commencer. Je pense que pour la population du VIH, plusieurs personnes ont la COVID longue, mais il y a tellement peu de gens qu'on ne peut pas nécessairement faire un commentaire. Peut-être éventuellement quand les cohortes autour du monde mettent ensemble leurs données sur la COVID longue et on voit la population du VIH, peut-être qu'on va apprendre plus, mais à ce moment-ci, je ne peux pas faire de commentaire. Et je vais dire que dans la population des organes, comme notre collègue a mentionné, les chiffres sont faibles, petits. Oui, on regarde l'impact à long terme de la COVID. Et l'autre chose, c'est le développement de maladies cardiaques et de maladies métaboliques, le diabète. Donc, le diabète après la COVID. Je pense que ça, c'est des enjeux à plus long terme qui doivent vraiment être bien placés. Oui, on commence à mieux comprendre la longueur de la COVID et ce que ça pourrait être. Et combien de temps est-ce que ça prend pour régler le problème? Parce que ça se règle chez beaucoup de gens.
Il y a une grande étude nationale. On veut avoir un estimé qu'on va comprendre un peu plus, c'est-à-dire combien de Canadiens et de Canadiennes vivent la COVID longue. Voici une question. C'est une question intéressante, en fait. C'est une question qui s'applique à la population en général également. Donc, il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a peut-être un avantage à attendre 6 mois ou plus que 6 mois entre les dosages, que vous avez une réponse immunitaire plus élevée avec une efficacité du vaccin accrue. Et aux États-Unis, donc, par rapport au bivalent, on voit plus d'efficacité avec un intervalle à 6 mois. Et donc, ça, c'est vraiment des grandes études populationnelles et peut-être que ça va inclure les gens ou peut-être pas. Donc, les gens qui ont des conditions sous-jacentes, est-ce qu'il y a un compromis? Donc, est-ce qu'on peut bien comprendre l'intervalle? On est tous d'accord qu'à 3 mois après l'introduction, et je présume que vous avez dit 3 mois depuis votre dernier dosage, en fait, pour un intervalle pour les patients compromis, mais est-ce qu'il y a une réflexion? Est-ce qu'on pense que ça devrait être plus long? Oui, alors je résume les données. Et il y a des données probantes comme quoi entre le premier et le deuxième, au moins 6 semaines, c'était mieux. Mais je ne sais pas s'il y a des données probantes qui suggèrent qu'on devrait avoir un délai de 6 mois. C'est pas ce qu'on fait de façon clinique. Oui, Dr. Oliver, je pense que ça a été mentionné pour la population en dialyse, mais on a regardé cet affaissement, mais même si ce n'était pas assez grand pour le voir, bon, on voyait bien l'efficacité. Ça faisait après 3 mois. Et dans le groupe de 6 mois, ça a été diminué en dehors de 3 mois après le 3e dosage. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, Dr. Oliver? Bon, on a eu plusieurs participants poser la question par rapport à l'utilisation de Evershield précisément versus la vaccination dans les populations. Donc, qui voudrait débuter? So maybe I can start. Evishield is passive anti. Bon, Evershield, c'est des anticorps au niveau passif. Donc, c'est utilisé, c'est approuvé par Santé Canada pour les gens qui sont immunocompromis, surtout quand on ne montre pas une réponse au vaccin. C'est utilisé au Canada, il y a une variabilité. Il y a certaines populations qui l'utilisent, certaines provinces qui l'utilisent. Il y a un dosage qui utilise, certaines provinces utilisent le 300 mg, d'autres utilisent le 600 mg. Et je crois que les études ont montré que dans les populations à risque, ça a tendance à réduire les infections et la sévérité des infections. En fait, il y a des études plus petites dans la population des greffes. Il y a 3 études, en fait, qui montrent que ça réduit le nombre d'infections également, autant que la sévérité. Je pense que l'enjeu qui se soulève avec Evershield, c'est la variante, en fait, le fait que les variantes changent. Surtout BQ 1.1, BF7, etc., etc. Et in vitro, donc dans le laboratoire, on a l'impression que Evershield, ce n'est pas efficace. Donc, les recommandations pour Evershield changent également basées là-dessus. Et je pense que c'est ça l'enjeu qui surgit avec Evershield. Mais dans les études, au moins pour les anciens variants de Omicron, ça a été efficace. D'accord, merci beaucoup, Sacha. Oui, en fait, ce n'est pas une alternative à la vaccination, en fait. On demande quand même à nos patients de se vacciner, mais ce que Dr. Comer dit, c'est que c'est vrai et c'est la même chose pour notre population. Et les utilisations dans toutes les juridictions, ce n'est pas pareil. Donc, on protège des patients exposés pour être sûr
qui reçoivent le Shield si possible, si possible. Mais il y a d'autres patients qui vont peut-être bénéficier de cela avec d'autres agents, mais ce n'est pas toujours ciblé. Oui, je pense également pour la population du VIH, encore une fois, la vaccination, c'est la toute première recommandation. Et Evusheld serait utilisé seulement dans des cas où la personne a peut-être une autre raison. Donc, ils prennent le rituximab ou ils ont également une greffe rénale. Donc, une autre raison pour penser qu'ils ont besoin ou qu'ils n'ont pas besoin ou qu'ils ont besoin de cette protection. En général, la plupart des gens que j'ai rencontrés et qui ont le VIH que j'ai rencontrés dernièrement, quand ils ont la COVID, les symptômes sont peu sévères et ça ne cause pas énormément de problèmes de santé. Alors, encore une fois, on n'a pas eu l'obligation d'utiliser Evusheld dans notre population. On encourage la vaccination. La vaccination, c'est très important. Ça vous donne un niveau de cellulité, de lymphocyté qu'autrement, on n'aurait pas dans les anticorps. Donc, je crois que certainement, comme mes collègues ont déjà dit, la vaccination serait la première priorité. Donc, on avait une question dans la vaccination qui est arrivée. Comment est-ce qu'on suit les effets secondaires à long terme? Ma première question serait, bon, est-ce que ces populations vivent plus d'effets secondaires que les vaccins que la population générale? Et deuxièmement, est-ce que vous suivez plus longtemps dans ces cohortes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas considérées en termes de l'impact sur les vaccins? On était plutôt préoccupés à l'origine les maladies comme le lupus systémique et on n'a pas vu le Guillain-Barré ou la paralysie de Bell's, par exemple, donc des réactions sévères. Donc, il y a eu comme plusieurs, enfin, je devrais, il y a eu quelques études, quelques patients qui ont subi ça dans les études, mais généralement, les symptômes après vaccination sont semblables à ce qu'on devrait avoir dans la population générale. Et donc, pour toute étude, on suit les gens à long terme. Et donc, on espère avoir de l'information pour 2 ans et avec les doses de rappel. Il y a une étude, une difficulté. Peut-être que c'est des gens qui n'ont pas bien réagi au premier vaccin. Ils sont hésitants à obtenir les 3e et 4e doses. Et donc, avec cette limite, on essaye de comprendre et de rassurer les gens pour que tout le monde puisse avoir leur rappel. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas juste, enfin, on a la myocardite, par exemple, ou la paralysie de Bell's, mais est-ce que ça cause une ressurgissance de maladie? Mais c'est mieux d'être vacciné que d'avoir l'infection. On croit que si vous étiez infecté, ça stimulerait plus le processus auto-immune plus que la vaccination. Oui, et je vous dirais, dans la population de greffe des organes, je pense que pour les effets secondaires qu'on vit tous dans les premiers jours après la vaccination, bon, je pense que c'est très semblable. Et encore une fois, comme avec toutes ces populations, il y a des choses précises qu'on a besoin de suivre. Et donc, pour la population des greffes, on regarde quels corps ont rejeté des organes. Est-ce qu'il y a un signal comme quoi les vaccins ont un impact sur l'organe en soi? Et on n'a pas vu de signaux à cet effet. Donc, on croit que même pour notre population, les vaccins sont très sécuritaires. Oui, et la même chose s'applique aux gens qui ont le VIH. On ne voit pas d'augmentation d'effets secondaires dangereux à comparer à la population générale. La plupart des effets sont peu sévères et on n'a pas vu beaucoup de choses, rien de sévère, rien de perdurant. Et donc, peut-être que les gens vont être préoccupés parce qu'ils vont peut-être,
ils vont peut-être être préoccupés, c'est quand la charge virale, elle est légèrement détectable, mais ça peut arriver avec n'importe quelle infection, rhume, grippe, etc. Et donc, c'est sûr que c'est mieux d'être vacciné que d'avoir l'infection. Merci, ça c'est encourageant. Et oui, en fait, tout ce séminaire a été très encourageant. On entend les bonnes réponses. Et je pense qu'à part pour les gens qui ont des dosages de prédnisone qui répondent mal quand ils sont sur prédnisone, bon, ça c'est une chose, mais ils répondent bien à cette vaccination dans ces cohortes. Malheureusement, je pense qu'on doit maintenant conclure. Nous avons eu une ronde de résultats très intéressants présentés par nos conférenciers et nos conférencières. Et malheureusement, je dois prendre les dernières minutes pour faire quelques annonces. Mais d'abord, merci beaucoup à tous nos conférenciers, Dr. Deepali Kumar, Janet Chandran, Dr. Kaplan, Sarah Wing et Cecilia Castagnoc, et merci à Dr. Sasha Bernatsky et Matthew Oliver d'être avec nous pour la période questions-réponses. Merci beaucoup pour votre recherche et pour vos expertises et pour votre temps aujourd'hui. Évidemment, j'aimerais remercier tous les gens qui ont assisté. Merci de partager votre temps avec nous aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé le séminaire. Notre équipe va préparer un résumé de ce séminaire et ça sera disponible tel qui est habituel sur le site Web. L'équipe va également afficher un enregistrement de tout le séminaire dans les prochains jours. La présentation est déjà sur le site Web comme PDF. Si jamais vous voulez vérifier, le surveiller, le regarder ou le partager avec d'autres. Si vous recevez cet hebdomadaire, en fait, vous allez savoir quand est-ce qu'on va avoir des choses sur la page, mais si vous n'avez pas encore reçu notre bulletin et vous voulez le recevoir, allez à la page d'accueil et vous pouvez vous inscrire en bas. Les prochains résultats de recherche et le séminaire, ça sera à la fin janvier. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Encore une fois, vous allez voir des détails dans le site Web, dans le bulletin et sur nos pages de médias sociaux. Voici comment vous pouvez nous rejoindre pour rester au courant de nos nouvelles. On vous encourage à nous suivre sur les médias sociaux également. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Bonne journée et au revoir à tous et à toutes. Au revoir.